Merci de nous retrouver pour la seconde partie de votre émission Toute la vérité. C'est toujours avec le docteur Malick Diop, directeur général de la CEPEX, qui est également porte-parole de l'Alliance des forces de progrès, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et je le disais aussi, on peut l'appeler ainsi, honorable député, puisqu'il sera installé, tout comme ces autres députés de cette 14e législature, le 12 septembre prochain. Alors, sans pour autant révéler les secrets d'État de votre dernière rencontre avec le président Macky Sall, en tant que député de Benno Bokk Yakaar, vous étiez 82 autour du chef de l'État et peut-être d'autres qui ont été conviés à cette rencontre. On a quand même aussi parlé dans la presse, vous allez me confirmer ou infirmer ces propos, qu'il a aussi été question de l'opposition et surtout d'une personne dans l'opposition, à savoir Ousmane Sonko, leader de PASTEF et membre de Yewwi Askan Wi, où on a parlé de son dossier. Adji Sarr, il faudrait, entre guillemets, remettre ce dossier au goût du jour pour écarter un adversaire. Est-ce qu'effectivement, cela a été tenu comme propos durant cette rencontre? Je peux tout de suite dire que ce n'est pas vrai. Et que donc, dès lors que moi, avec ce que je viens de dire, étant effectivement homme d'État, je dis que ce n'est pas vrai, donc ce n'est pas la peine de rentrer. C'est pas la peine de rentrer dans ce débat. Alors, on parlait de l'opposition, ou je parlais de l'opposition, c'est un des leaders de l'opposition, à savoir Ousmane Sonko. D'autres sont en train de naître, d'autres sont aujourd'hui aussi ont eu un gain dans ces élections législatives, puisque à côté de cette défaite, entre guillemets, dans certaines localités, mais de ce recul de Benno Bokk Yakaar et de ses partenaires, il y a eu une avancée de cette autre opposition avec de nouvelles têtes, on le dira ainsi, ou des jeunes qui, pour certains, sont prometteurs. Est-ce que c'est également ces nouveaux visages qui ont fait que Benno, avec ses anciens ou ceux que l'on connaît ou que l'on voit depuis déjà un certain nombre d'années, que ce sont ces nouveaux visages qui ont un peu changé la donne? Birahim, je pense qu'il faut une analyse fine du système communicationnel au niveau du pouvoir comme de l'opposition. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y a des jeunes au niveau de l'opposition, mais il y a beaucoup de jeunes également dans le cadre de la mouvance présidentielle. Mais la posture est très souvent différente entre celui qui est dans l'opposition et celui qui met en œuvre des politiques publiques dans le cadre du pouvoir, dans le cadre d'un gouvernement, au niveau de l'Assemblée, etc. Donc la posture est différente. Et très souvent, la perception est différente. On est dans une situation assez particulière au niveau mondial. La période Covid a fatigué toutes les populations. Les populations au Sénégal, en Afrique, au niveau mondial. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, c'est la catastrophe. Le chômage est grandissant, la classe moyenne quasiment n'existe plus, il y a beaucoup de pauvres, etc. Donc ça crée des problèmes. Au niveau mondial, même en Europe, etc., dans des pays africains, il y a eu un regain de certains qui sont dans l'opposition. Il y a beaucoup de populisme aussi. Populisme. Quoi qu'on dise. Est-ce qu'on peut prendre, par exemple, le cas de la France où on ne s'imaginait pas, par exemple, qu'il y ait presque une cohabitation à l'Assemblée nationale, parce que quand même, il y a eu beaucoup de frustration sous l'ère Macron, même qui en est à son deuxième mandat, mais on a senti, comme en France, qu'il y a peut-être trop plein, et que du genre burn-out, c'est peut-être le mot que je pourrais utiliser dans ce sens-là. Beaucoup ont préféré tout simplement aller voir ailleurs, c'est-à-dire l'opposition. Est-ce que c'est aussi le cas pour le Sénégal? Je pense que ce n'est pas très différent. C'est vrai que le président Macron a été élu très rapidement. Il y a eu des législatives, il n'a pas eu de majorité. C'est comme ça que ça marche actuellement. Le populisme prend du terrain, prend même du galon. Il y a des hommes politiques aujourd'hui qui sont populistes, qui parlent, qui identifient les problèmes classiques des Sénégalaises et des Sénégalais. La dépense quotidienne, le chômage, énormément de choses. Parce que ces hommes politiques, finalement, sont beaucoup plus proches des populations. Ce qu'on disait tout à l'heure. Pas du tout. Vous savez, moi, je ne vois pas
aujourd'hui de personnes, je suis d'accord avec le fait qu'il y a effectivement des hommes politiques pas proches des populations. Mais je suis d'accord avec le fait, parce que je le vois, que celles et ceux qui sont les plus proches des populations, c'est les hommes politiques également. Autant il y a énormément d'hommes politiques qui ne sont pas proches des populations, autant les plus proches des populations, c'est les hommes politiques. sont des hommes politiques qui sont dans l'État, qui sont parfois, de temps en temps, dans l'opposition. Mais celui qui est homme d'État, quand il vient au chevet des populations, les populations s'attendent à ce que les problèmes soient réglés par cette personne qui est dans l'État. Bien que l'État ne peut pas tout faire, la grande partie des populations se dit l'État doit tout faire. D'un autre côté, si aujourd'hui on est... C'est l'État qui promet, et souvent on reproche à l'État de ne pas tenir ses promesses, de promettre en temps de campagne, de promettre devant la nation, et finalement on se rend compte que même avec les partenaires sociaux, c'est souvent difficile puisque on nous parle d'accords signés en 2014, pas encore respectés, ou d'accords signés en telle année, pas encore respectés. Est-ce que également les populations n'en veulent pas trop à cet État qui promet, mais dans le... Moi, je crois que, et je ne crois même pas, je sais que dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques et dans le cadre de la planification, il n'y a jamais eu une planification plus stricte que ce qui s'est passé depuis le lancement en janvier 2014 du plan Sénégal émergent et la mise en œuvre des politiques publiques. Il y a énormément même de rendus, de livrables qui ont été effectivement mis en œuvre bien avant les dates retenues. Donc si dans des secteurs donnés, la mobilité urbaine, les filets sociaux, l'éclairage, l'énergie, quand il y a ces réalisations, je pense qu'il est important que celles et ceux qui ont en charge ces secteurs puissent bien communiquer sur ça. Maintenant, le fait est que effectivement, il y a des hommes politiques qui utilisent cette détresse des populations pour communiquer en disant que nous, quand on va venir, on va régler le problème. Là, vous parlez de l'opposition, en fait. C'est l'opposition. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cite. Chacun se retrouvera naturellement dans ce que je dis. Chacun se retrouvera parce que ce que je dis, je le base sur des choses réelles, des faits. On ne peut pas trouver quelqu'un qui a des soucis de dépenses quotidiennes, etc. On vient pour lui dire, bon voilà, tout ça c'est l'État, et que moi, quand je vais venir, ou nous, quand on va venir, on va tout changer. Je pense que c'est une manière de voir. C'est quand même le message. Mais pour moi, ce n'est pas le bon message. C'est apparemment le message qu'ont retenu certains Sénégalais qui ont peut-être, qui ne vous ont pas fait, entre guillemets, confiance pour cette législature, puisque certains ont préféré peut-être voter pour l'opposition. Mais il n'empêche qu'il y a aussi, et on le dit, parmi les raisons qui ont fait que la coalition Benno Bokk Yakaar perd du terrain, ce fameux débat que l'on veut toujours amener et qui n'est pas encore vidé, malgré tout ce qu'on peut dire, sur la troisième candidature du président Macky Sall. Certains ont justement aussi profité de cette troisième candidature annoncée, avérée ou pas, du président Macky Sall, leader de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour dire, attention, si on perd les élections législatives, ce sera une caution pour le président pour une troisième candidature. Est-ce que cela aussi ne vous a pas porté préjudice? Moi, je sais que d'abord ça nous a porté préjudice, premièrement, mais moi je suis dans l'engagement politique, pour l'éthique en politique. C'est capital, hein? L'éthique, on peut dire précisément que ce n'est pas quelque chose qu'on écrit, ce n'est pas de la déontologie. L'éthique, c'est autre chose. L'éthique, c'est quand vous êtes seul devant votre miroir, vous dire que moi, Birahim Touré, ce que je viens de faire pendant toute la journée, je suis quitte avec ma conscience et je peux aller dormir tranquille. Je n'ai pas menti, je n'ai pas fait de météo, je n'ai pas dit des choses que je ne pourrais pas faire, etc. Donc c'est pour ça que je dis, il y a eu beaucoup de messages, en tout cas pendant la période électorale, pendant la campagne, qui ont été vraiment bien calculés et qui tournaient autour du troisième mandat,
de l'homosexualité, etc. Je ne me rappelle plus, mais il y avait quand même pas mal de messages qui avaient été véhiculés parce que tout simplement, sur le plan des réalisations, il n'y avait rien à dire. C'est-à-dire que l'opposition n'était pas dans une posture. Moi, je me rappelle, nous, on a fait 12 ans d'opposition. Moi, la majeure partie de ma vie politique, je l'ai effectuée au sein de l'opposition. Et nous étions dans une posture très républicaine d'abord, et on recherchait sur les politiques publiques mises en œuvre par l'État du Sénégal, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, est-ce qu'on a des solutions idoines pour que demain, en tant que gestionnaire des politiques publiques, pour qu'on puisse proposer mieux. C'est comme ça qu'on fonctionnait. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus mis l'accent sur la manipulation, c'est peut-être le mot que vous voulez... C'est purement de la manipulation. Aujourd'hui, je donne juste un exemple. Je ne vois pas, aujourd'hui, si on dit, il y a une percée de l'opposition au niveau de l'Assemblée. Moi, j'aurais compris qu'il y ait une percée de l'opposition au niveau de l'Assemblée parce que tout simplement, à un moment donné, ils ont identifié des problèmes publics qui n'ont pas été gérés par l'État du Sénégal et ils ont proposé des solutions. Et que les populations se disent, OK, par rapport à ces solutions-là, nous avons des solutions idoines sur la santé, sur l'éducation, sur l'environnement, sur l'industrialisation, etc. Par rapport à ça, ils proposent mieux que ce qui est en train de se faire. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas une proposition. Je dis bien, une proposition en termes de mise en œuvre des politiques publiques venant de l'opposition pour dire que lorsque nous serons au pouvoir, voici ce que nous allons faire. Alors que nous, on ne faisait que ça. Oui, mais l'opposition, c'est quand même arc-bouté sur... l'opposition, c'est arc-bouté. En tout cas, quand je dis l'opposition, je parle de Yewwi, je parle de Wallu, et même de Gumsebop qui s'est greffé aussi dans cette campagne pour dire non à un troisième mandat. L'opposition s'est arc-boutée sur justement ce doute qu'il y a autour d'une troisième candidature pour dire aux Sénégalais, attention, si vous continuez à voter pour Benno Bokk Yakaar, le parti au pouvoir, c'est une manière de cautionner une troisième candidature. Est-ce que vous, sur ce plan, vous avez tenté de trouver peut-être la parade pour stopper ce que vous appelez un peu cette manipulation en disant déjà que non, on n'a pas l'intention de briguer une troisième candidature, un troisième mandat? Nous avons travaillé sur des éléments factuels liés à l'agenda républicain. Aujourd'hui, l'agenda qu'il y a là devait pousser aux Sénégalaises et aux Sénégalais de dire voici les élections à venir. Si c'était les locales, voici les élections locales. Localement, voici les politiques publiques mises en œuvre par nos candidats et qui sont proposées aux populations. C'est ça qui est normal pour moi dans le cadre d'une démocratie. On va vers des élections législatives. On a eu 2 législatures, 11e, 12e et 12e, 13e. On va vers la 14e. Qu'est-ce que nous avons comme bilan 12e, 13e. Quelles sont les propositions pour la 14e législature? C'était ça notre focus. Et il y avait le bilan matériel, le bilan immatériel au niveau de l'Assemblée, les politiques publiques mises en œuvre, les lois votées, etc. C'était ça le sujet. Maintenant, comme j'ai dit, il faut analyser toutes choses. Pendant que nous parlions aux populations de ce que nous voulons faire plus tard, de programmes, etc., d'autres étaient en train de manipuler sur des sujets qui n'étaient pas des sujets de l'heure et que par rapport à ça, ils se sont dit que sur ce terrain-là, précisément, sur le terrain programmatique, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire parce qu'on n'a aucune proposition, mais également ils ont réalisé énormément de choses. Par contre, sur ce terrain de la manipulation, on peut essayer de jouer sur le mindset des Sénégalais pour que les Sénégalais et les Sénégalais se disent bon voilà, tel. Mais est-ce que vous n'avez pas facilité aussi cette tâche de manipulation si aujourd'hui ce débat, je le répète, concernant la 3e candidature avait déjà été vidé? On dira que non, le président l'a dit plusieurs fois que ce n'est pas lui qu'on va prendre sur un débat concernant une 3e candidature ou un 3e mandat. Mais est-ce que vous n'avez pas
tout simplement laisser faire en laissant sous doute autour de cette troisième candidature? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il n'y a pas de doute aujourd'hui? Je ne pense pas. Birahim, le fait est que les élections présidentielles vont avoir lieu en 2024. Vous ne pouvez pas avoir un focus sur des élections locales, travailler sur 188 collectivités territoriales, travailler sur les investitures, travailler sur le programme, travailler sur tout ça, et parler de mandat pour des élections qui ne sont pas des élections de l'heure. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller vers des élections législatives. Et 2024 se prépare tout de suite, on dira. Hein. Ils diront que bon, il faut nécessairement qu'il y ait un gain politique à l'Assemblée nationale pour préparer justement la présidentielle de 2024. Aussi. Mais ça, c'est tomber dans le piège de l'opposition. De mon point de vue, c'est tomber dans le piège de l'opposition. Il n'est pas normal, aussi bien que les hommes politiques, que les populations tombent dans le piège de l'opposition. Pour moi, le piège de l'opposition, c'est de dire « j'ai rien à mettre sur les mains des Sénégalais, je vais trouver des sujets qui pourront peut-être changer un peu la perception des Sénégalais. Alors, prenons le cas de l'Alliance des forces de progrès, membre certes de Benno Bokk Yakaar. Le président Moustapha Niasse, je le disais tout à l'heure, disons qu'il va aller à la retraite sur le plan politique, même s'il va encore vous accompagner en tant que président de ce parti, de l'Alliance des forces de progrès. Aurez-vous un candidat pour 2024, puisque je le disais, 2024, la présidentielle se prépare aujourd'hui. Est-ce que l'AFP va proposer un candidat? Ne me parlez pas du président Macky Sall ou de Benno Bokk Yakaar. Birahim, je vais être très simple. Pour rendre les choses plus simples, pour qu'on comprenne un peu les positions. Parce que nos expériences politiques doivent servir, je pense. Malgré mon âge, j'ai 23 ans de vie politique. De vie politique. Allahumma barik. J'ai commencé la politique en juillet 1999, en juillet. Le 16 juin, le président Moustapha Niasse a lancé son appel, le 16 juin 1999. Et c'est en fin 1999 qu'il a lancé sa candidature et il a été troisième aux élections avec 17% des suffrages. Le président Abdoulaye Wade n'était pas candidat en 1999, il n'était pas candidat. C'est au mois de décembre, après le passage de Abdoulaye Bathily et Dansokho, et Amath Dansokho à Paris. Il était à Paris, il est resté pendant 2 ans, qu'il est revenu au Sénégal pour se présenter et il a gagné les élections. Donc, les élections présidentielles, peut-être c'est l'expérience politique. Moi, je pense que c'est un problème d'expérience. Ça ne se prépare pas tout de suite, finalement. Moi je parle d'expérience politique. Je ne parle pas de météo, voilà. Non, l'expérience politique m'a montré que ce qui est valable aujourd'hui en termes de suffrage peut être différent 1 mois plus tard ou dans 1 an, etc. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que, avec ce que je viens d'expliquer, on peut parler d'élections présidentielles alors que là, on prépare la première session des élections, de la mise en place de l'Assemblée? C'est pas possible. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, voilà, c'est vrai que l'opposition l'a utilisé, mais vous gardez quand même ce sujet dans un coin de la tête, pas seulement vous, mais au sein de l'AFP, au sein de Benno Bokk Yakaar. C'est un sujet que vous gardez quand même dans un coin de la tête. À 100%. Birahim, tout homme politique, tout parti politique, toute coalition a en tête le gain des suffrages. L'AFP aura un candidat. Qu'il s'agisse d'élections présidentielles, d'élections législatives, entre autres, HCCT, d'élections locales et d'élections présidentielles. Donc, j'ai donné des exemples précis où certains, à 2 mois des élections, ont présenté leur candidature et sont passés. Donc, ce sujet-là ne va pas ne sera pas un sujet de l'heure. Les temps sont différents, peut-être la donnée est différente, puisque il y a peut-être aussi certains qui parlent de lassitude autour de ce débat, autour du 3e mandat, ou de la 3e candidature. Je vous le concède, vous n'allez pas trop... On verra. Pas trop rentrer dans on verra. Vraiment, pour moi, c'est pas encore... Prenons le mot polémique.
si on doit parler de polémique, mais pour parler d'un tout autre sujet, on ne va pas limiter notre débat à de la politique, cette polémique autour de l'hôpital Aristide Le Dantec. Je le rappelle, vous êtes docteur en pharmacie, docteur d'État, c'est un domaine que vous connaissez. Qu'est-ce que vous inspire ce débat autour de l'hôpital Aristide Le Dantec? Pas forcément sa délocalisation, mais il y a ce débat autour de ces 3 hectares qui ont été cédés et qui ne devaient pas l'être. Une seule chose, la communication. Je l'ai dit, je l'ai répété, la communication. Une fois, je parlais de l'hôpital Le Dantec et il y a un cousin qui a appelé. Il ne m'a pas appelé directement, mais il a appelé un membre de ma famille pour dire « j'ai écouté ». Il avait écouté mon intervention. Il m'a dit « mais qu'est-ce qu'il attend pour intervenir sur plein de sujets concernant la santé ?» Parce qu'il me dit, il lui a dit « mais même toi, dans ta maison, si je viens un jour, je veux te faire un R+10 chez toi, tu n'es pas au courant. Le matin, les tracteurs arrivent et font tomber le bâtiment existant. Le bâtiment, mais tu vas être dans tous tes états parce que tu ne comprends pas ce qui arrive. Il faut communiquer. Donc c'est ça. C'est un déficit de communication. Moi, je pense que c'est ce qui est à l'origine de cette Alors, je reviens maintenant polémique. sur le sujet concernant Dantec, sur 2 éléments. L'aspect aliénation oui. Et l'aspect construction. L'aspect construction d'abord. Moi, Dantec, nous tous, qui sommes médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, infirmiers, sages-femmes, sénégalais, nous avons un attachement, mais vraiment naturel, c'est quasiment naturel, et filial même par rapport à Dantec, qui est un centre hospitalier universitaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a Dantec en ville, et juste à côté, la commune suivante, à savoir Fann Point Amitié, au niveau de Fann Résidence, vous avez... l'hôpital de Fann. Vous avez, non, pas l'hôpital de Fann, mais vous avez, c'est vrai, il y a l'hôpital de Fann, mais vous avez surtout la faculté de médecine, d'accord, tout à fait, oui. de pharmacie et de chirurgie dentaire, d'odontostomatologie. On a tous fait nos stages là-bas. Moi, j'ai fait au moins 6 ou 7 services au niveau de Dantec. Mon premier service, c'était la maternité, en 2e année de la faculté. Donc, c'est un hôpital, c'est notre hôpital. Il y a un attachement, disons, il y a un attachement. Donc, d'abord, quand les gens parlaient un peu de délocalisation, moi, je me suis dit, il ne faut jamais que Dantec soit délocalisé. Ça, c'est un débat. C'est symbolique. C'est un débat. C'est un débat, puisque certains diront que le Dantec, c'est quand même les vestiges du colonialisme et qu'il fallait tout simplement l'enlever, puisque on ne peut pas avoir un hôpital de cette envergure. Et juste à côté, vous avez à moins de 500 mètres un autre hôpital, à savoir l'hôpital principal. Mais du temps du colon, le Dantec, c'était plus pour les indigènes, voire même les indigents, puisque autant c'était plus pour les Africains qui avaient certaines pathologies, certaines maladies, mais les plus riches, ils étaient à l'hôpital principal. Alors que ça devrait être un hôpital proche des populations, donc peut-être... Moi, je suis né bien après les indépendances. Tout ça, ça ne me concerne pas. Je pense que c'est la même chose pour vous. Nous, le colonialisme, là, ça ne nous engage pas. Nous, quand on est à l'international, c'est le Sénégal. Et nous sommes foncièrement patriotes sénégalais, attachés au Sénégal, à ce qui se fait au Sénégal. C'est pour ça que nous avons été formés au Sénégal. Délocalisation ou en tout cas réhabilitation, tout à fait normale selon vous? Pour moi, c'est une obligation. Et Pourquoi oui, Pourquoi très rapidement. 2012, 212 ans. Dantec a 212 ans. 112 ans. 1910. Il a été construit en 1910. C'est vétuste maintenant. Aujourd'hui, les maladies nosocomiales, il y a énormément de maladies nosocomiales liées à la construction de Dantec, parce que Dantec, il y avait des services, etc. Au fur et à mesure, on ajoute un service, un autre. Vous êtes à l'Institut Curie, on vous demande de faire une écho, vous êtes obligé d'aller transporter le malade qui va ailleurs. Il rentre avec une pathologie, il sort avec 3, etc. Donc, il faut changer. Oui, alors, quand on parle de maladies nosocomiales,
même sans être un médecin ou un docteur, ce sont les maladies que l'on chope, entre guillemets, à l'intérieur même d'une structure de santé, alors qu'on venait pour même juste des soins ou autre chose. Exactement. Exactement. Maintenant, à côté de cela, Dantec, c'est à peu près 400 lits en moyenne, en capacité. Mais la réalité, c'est que si vous prenez aujourd'hui, ça tourne autour de 200 lits, 200 personnes hospitalisées. C'est peu pour moi, pour une structure pareille. Alors cette structure... C'est bien de changer, c'est bien de réhabiliter, de construire plus grand, mais la polémique en tant que telle concerne surtout ces 3 hectares. J'ai dit qu'on parle de 2 choses. Oui. Les 92 milliards d'investissement pour un hôpital de niveau 4, pour moi, c'est excellent. C'est normal. C'est excellent. 558 lits, 15 blocs opératoires, 6 étages. Plus tout ce qu'il y a comme communauté, 6 étages, etc. avec les 4 derniers pour l'hospitalisation, pour plusieurs bâtiments. Vous avez également un sous-sol pour 200 véhicules, les médecins, les malades, les accompagnants, etc. Pour moi, ça, le Sénégal doit l'avoir et que si c'est au niveau de Dantec, c'est parfait. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, on doit discuter, surtout des contractuels. Parce qu'un hôpital, moi j'ai été administrateur de Dantec. J'ai été vice-président de Abbasna. J'ai été administrateur de l'hôpital de Fann. J'ai été administrateur de Albert Royer. J'ai été administrateur de tous ces hôpitaux en tant qu'adjoint au maire de la ville chargée de la santé pendant 5 ans. Donc je connais très bien le fonctionnement des hôpitaux. Le fonctionnement des hôpitaux fait que l'État met un peu, mais la majeure partie, c'est les recettes qui permettent à l'hôpital de fonctionner. Quand il y a 1 an et demi de construction, pendant cette période-là, on a un dispatching des malades au niveau des différents hôpitaux, mais les contractuels qui avaient leur pécule issue des recettes différents services, doivent être pris en compte. D'accord. C'est pour ça que pour moi, c'est un sujet important. Il faut en discuter, les filets sociaux, comment régler le problème de ces contractuels pendant un mois. D'où le problème de communication dont vous parliez tout à l'heure. C'est des aspects importants. L'investissement, c'est le Fonds 6 qui s'occupe du système d'investissement au Sénégal. Ce n'est pas une autre structure. Ce n'est pas un directeur d'hôpital, c'est le Fonds 6 qui s'en occupe. Le Fonds 6, sur le plan du projet, en termes de proposition, ce qui a été proposé, c'est un projet de 92 milliards, ce n'est pas 10 francs. Et à côté de ces 92 milliards, il a été proposé un projet sur 3 hectares 500. C'est 6 hectares 500 en fait, pas 6 hectares, c'est 6 hectares 500. Le projet est sur 3 hectares 500. Maintenant, sur ces 3 hectares 500, parler des 3 hectares, comment une partie du financement peut être prise en charge sur la vente de ces 3 hectares 500, qui ne sont d'ailleurs pas encore vendus, parce qu'il n'y a même pas encore d'ouverture de pli. Donc, je pense qu'il est important de mieux communiquer sur les levées de fonds, le système mis en place et le système qui permet d'avoir une partie de foncier et une partie également de construction. Je rappelle, hein, malheureusement, parce que on ne va pas pouvoir trop j'ai beaucoup travaillé sur ces projets-là quand j'étais dans l'opposition. Oui. Mais le premier projet qui a été fait ainsi au Sénégal, c'était sous l'ère du président Abdoulaye Wade, dation en paiement de 96 milliards. Pour construire quoi? Moi, autant, quand j'ai regardé ça, je dis, on aliène, on va aliéner des terres des Sénégalais autour de, je pense que c'était au Mamel. Pour construire quoi? Un hôpital? Pour construire des écoles, etc. Non, c'était pour construire un monument, le monument de la Renaissance africaine. Voilà, donc en comparaison n'est pas raison. Mais quand on compare des terres énormément, je ne parle pas de 3 hectares, je parle de dizaines et de dizaines d'hectares au niveau des Mamelles, qui ont permis de construire comment on dit, un monument. Le monument de la Renaissance. Là, on parle d'un hôpital de niveau 4 pour soigner des Sénégalaises et les Sénégalais avec des filets sociaux. Je pense que alors, là, quand on compare, ça n'a rien à voir. C'est à vous autres Sénégalais. Maintenant, aux Sénégalais de juger. De juger, hein, selon ces propos tenus par le docteur Malick Diop. Docteur, on en est déjà à la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien.
Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Birahim, et je demande aux Sénégalaises et aux Sénégalais également, surtout de réfléchir, qu'on réfléchisse ensemble sur tout ce qui va se passer au Sénégal, sur les projets qui ont été effectués sur les 10 dernières années, les projets futurs, etc. Et il est important que sur tout projet, on puisse discuter. C'est le cas de Dantec, on en a parlé. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que chacun donne son avis, qu'on discute ensemble et qu'on dise que le meilleur pour le Sénégal, c'est ça. Merci. Honorable député Malick Diop, je le rappelle, qui sera installé, ainsi que 164 autres, puisqu'ils sont 165 députés. Ce sera le 12 septembre prochain. D'ici là, on aura une autre émission, Toute la vérité. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain.